Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire qualité de vie au travail et télétravail. L'un ne va pas sans l'autre, réalisé par l'ARACTO de France et la CFDT dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail. Avant de commencer, un petit point technique pour vous dire que en haut à droite de votre écran, vous avez différents onglets. L'onglet chat qui vous permet de poser des questions plutôt d'ordre technique. Surtout, voilà, vous n'hésitez pas. L'onglet questions qui va vous permettre de poser des questions plutôt sur le registre du fond, sur le contenu. Pareil, on prendra un temps à la fin de la présentation pour pouvoir vous laisser le champ libre pour les questions. Nous, on va les recueillir au fur et à mesure et on essaiera d'y répondre le plus précisément possible. Et puis, dernier point, l'onglet sondage. C'est un onglet important parce qu'on va vous mobiliser à un moment donné dans ce webinaire pour vous poser deux petites questions. Et donc, vous les retrouverez à ce moment-là, mais je le repréciserai au moment opportun. Avant de commencer et puis avant de vous présenter à la fois les intervenants et les structures, juste un petit mot. Un petit mot donc sur l'ARACT Hauts-de-France pour vous préciser très rapidement sa mission et puis ses moyens. Qui est donc sa mission de promouvoir évidemment l'amélioration des conditions de travail, comme son nom l'indique, ARACT, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et pour ce faire, on va agir notamment sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. On va chercher à concevoir, à diffuser des méthodes, des outils sur la base de nos différentes interventions au sein des entreprises, quel que soit leur secteur, pour concilier durablement et la qualité de vie au travail et la performance des organisations. Et puis, donc, pour réaliser cette mission, on a des moyens. Évidemment, on est rattaché en travaillant en lien fort avec notre agence nationale, l'ANACT, qui est sous tutelle du ministère en charge du travail, et puis avec toutes les autres ARACT en France, qui disposent toutes d'instances paritaires, voilà, au sein desquelles on retrouve notamment la CFDT parmi d'autres organisations syndicales, salariés et employeurs. Je vais dire un petit mot sur la semaine de la qualité de vie au travail rapidement, puisque celle-ci a commencé lundi. Donc, c'est une semaine qui se déroule du 14 au 18 juin avec un ensemble de rendez-vous. Et cette année, à chaque année, on essaye de développer un thème en particulier. Cette année, le thème, c'est la question des collectifs de travail. Donc, travailler ensemble. On sait bien que c'est un levier incontournable, notamment pour maintenir l'activité, pour maintenir l'activité dans le contexte qui est le nôtre actuellement de la crise sanitaire, dans des bonnes conditions. Donc, à chaque fois, c'est l'occasion, à travers différents rendez-vous, d'échanger sur les pratiques, de partager des points de vue, d'avoir des témoignages de structures ou d'entreprises qui vont chercher, à travers leurs actions, à combiner performance et amélioration des conditions de travail. Je laisse Perrine dire un mot sur la CFDT. Merci Perrine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une présentation de la CFDT très rapide. J'en profite pour préciser qu'on est première organisation syndicale en France. On est un syndicat confédéré qui regroupe l'ensemble des salariés, refuse le corporatisme et défend l'intérêt général. Plus spécifiquement sur les Hauts-de-France, on accueille donc tous les travailleurs de la région, essentiellement donc sur les lieux de travail où nous sommes implantés, ou au travers de nos accueils de proximité. Il y en a 32 à travers toute la région des Hauts-de-France, dans ce qu'on appelle des unions locales interprofessionnelles. Donc, ils sont ouvertes à tous, n'hésitez pas à venir les visiter. Avec notre réseau de mandatés, on intervient sur un certain nombre de sujets qu'on vous a listés. Je ne vais pas vous lire la liste exhaustive, juste vous resituer quelques points principaux. La CFDT intervient sur le droit du travail, sur la santé au travail, sur la formation, sur l'insertion, sur le logement, tous les sujets abordés dans ce qu'on nomme plus globalement le dialogue social, qu'il s'agisse de dialogue social dans les entreprises ou sur les territoires de la région. Je reprends la main.
Donc les intervenants aujourd'hui, on va être 3 pour voilà, vous apporter quelques éléments sur cette question du télétravail. Arnaud Flamand, qui est secrétaire régional en charge de la santé au travail handicap à l'Union régionale de la CFDT des Hauts-de-France. Je laisse Arnaud faire un petit signe, un petit coucou. Voilà. Perrine Mort, qui est secrétaire régionale en charge de la vie revendicative à l'Union régionale CFDT des Hauts-de-France, qui vient de parler à l'instant. Et puis une autre Perrine, alors c'est pas un prénom très commun, mais voilà, une autre Perrine, donc moi qui suis chargée de mission à la RACT Hauts-de-France, donc Perrine Anicotte Zitouni. Je te redonne la main, Perrine. Oui, donc le webinaire d'aujourd'hui, donc on peut dire maintenant que malheureusement la crise n'est pas encore derrière nous. Il y a une levée progressive des restrictions qui permet quand même un début de retour à la normale, un retour à la normale qui ne pourra pas se faire sans tirer les enseignements de la crise, notamment sur la question du télétravail. C'est sur ce sujet-là qu'on a voulu se pencher dans le cadre de ce webinaire pour faire en sorte que QVT et télétravail soient bien liés et ne soient pas traités l'un sans l'autre. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un webinaire qui va se dérouler en 2 temps principaux. D'abord, de revenir sur le télétravail et la période de confinement, puisque ça n'a pas été une période normale du tout, et de fait, le télétravail exercé dans cette période ne l'a pas été non plus. Donc, on voulait revenir plus précisément là-dessus, redonner des éléments de contexte. Et puis ensuite, on a choisi de se concentrer sur les pistes d'accompagnement à mettre en place en vue d'un retour au bureau après une longue absence. Alors, une longue période de télétravail plutôt, devrais-je dire. Voilà pour le programme de la journée. Perrine vous l'a précisé tout à l'heure. Vous pourrez, via le chat et via l'onglet questions surtout, poser les questions tout au long de la présentation et on aura un temps dédié pour pouvoir essayer d'y répondre. Donc, on le fera en fin, mais on recueille les questions au fur et à mesure. Alors, on ne l'a pas dit, mais vous avez dû vous en rendre compte dans l'onglet chat quand vous posez des questions techniques, notamment, là, je vois sur le son, par exemple. Du coup, c'est ma collègue Delphine Legrand, qui est chargée de communication à la RACT, qui va essayer de vous orienter pour que vous soyez dans les meilleures conditions possibles pour nous entendre et pour échanger avec nous. Alors, avant de commencer de parler du retour sur site et à une certaine forme, alors on ose à peine le dire, mais à une certaine forme de normalité, même si voilà, elle peut être temporaire, on voulait vous donner quelques données justement de cadrage général sur la crise et sur ses effets sur le travail. Alors, je me suis appuyée sur 3 sources. La première source, c'est la DARES. Je reprendrai quelques éléments ensuite du baromètre télétravail réalisé par Malakoff et ensuite quelques données également de la consultation qui a été réalisée par la RACT, notamment sur la question du télétravail. Alors d'abord, sur les données de la DARES, ce que je trouvais intéressant, c'est que la DARES, donc dans un document que vous pouvez retrouver, on va vous mettre les liens dans le chat et puis vous aurez également accès, on vous enverra le PDF de la présentation et vous aurez les liens actifs dedans. Donc, dans un document qui s'appelle « Quelles conséquences de la crise sanitaire sur les conditions de travail et les risques psychosociaux », la DARES a catégorisé finalement 4 registres d'effets et d'impact de la crise sanitaire. Le premier registre, ça concerne finalement les travailleurs, qui sont quand même assez nombreux, un travailleur sur 2, pour qui finalement la crise sanitaire a eu relativement peu d'impact. Alors, si on essaye d'avoir un profil un peu type, ce sont plutôt des hommes, plutôt des ouvriers, des employés de plus de 45 ans, et en particulier dans le secteur de l'agriculture, de l'industrie et de la construction. Peu d'impact parce qu'en fait, il y a une réorganisation du travail dans ces secteurs. Ce sont des secteurs dans lesquels on retrouve le plus de travailleurs sur site, là où on retrouve aussi des modalités d'entraide, de soutien, et puis des gestes barrières qui globalement sont moins gênants pour la réalisation de l'activité par rapport à d'autres secteurs, on va en reparler. Ce sont des secteurs aussi pour lesquels soit il n'y a pas d'objectifs chiffrés, soit les objectifs ont été revisités. Donc, c'est ce qui explique qu'il y a peu d'impact sur ces travailleurs, malgré, et ça c'est quand même un point important, malgré l'insécurité de l'emploi susceptible de sévir dans ces secteurs d'activité.
Deuxième catégorie type, les travailleurs pour lesquels il y a eu une intensification du travail. Ça concerne un travailleur sur 3. Dans les profils types, plutôt des femmes, cadres, professions intermédiaires, dans les secteurs d'activité de la santé, de l'enseignement et du commerce de détail. Ce qu'on retrouve, en tout cas ce que nous dit la DARES, c'est qu'on a là finalement des conditions de travail qui sont en partie dégradées, avec des horaires plus longs, des horaires plus atypiques, un travail plus intense et une hausse également de l'exigence émotionnelle dans ces secteurs d'activité. Les réorganisations, il y a eu des réorganisations finalement des collectifs de travail et de la répartition, par exemple, des activités pour faire face à la charge, avec ce qui est relevé, c'est une plus grande autonomie pour ces professionnels, que ce soit en présentiel ou en télétravail. Et puis, ce qui est ressorti également pour cette catégorie-là, c'est le sentiment du respect du travail réalisé et effectué, avec comme effet de la crise le renforcement du sens de leur travail, lié notamment au caractère essentiel qui a été attribué à ces activités. Troisième registre catégorie type repérée par la DARES, une forte dégradation pour un travailleur sur 10. À nouveau, plutôt des femmes, plutôt des télétravailleurs, on va y revenir ensuite, des cadres et professions intermédiaires, principalement des secteurs banque, assurance et également un peu de l'enseignement. Donc là, avec des conditions de travail qui ont été fortement dégradées, une hausse importante de la charge de travail, des horaires atypiques, un isolement relatif, une perte du sentiment d'utilité sociale des tâches qui sont réalisées et effectuées par ces professionnels, des problèmes de coopération également au sein des collectifs de travail. Et puis, ce qui a été repéré également, ce sont des difficultés à maîtriser les outils numériques de travail à distance. Et enfin, dernière catégorie type, l'accalmie pour moins d'un travailleur sur 20, qui concerne plutôt, donc toujours dans les profils types, des hommes, moins de 34 ans, ouvriers employés, des secteurs, alors on va vite comprendre pourquoi on parle d'accalmie, des secteurs de l'hébergement, de la restauration et des activités culturelles. Des accalmies parce que l'activité a été largement ralentie, voire mise à l'arrêt. Et quand il y a eu de l'activité qui s'est poursuivie, ce qui a été noté, c'est notamment des conditions de travail relativement meilleures, puisque une baisse importante de la charge de travail, une baisse aussi de la demande émotionnelle, et en parallèle, un maintien d'une coopération, du soutien social, avec quand même le renforcement du sentiment d'utilité dans notre travail, quoi. On ne travaille pas beaucoup, mais on a, quand on fait l'activité, le sentiment d'une utilité importante. Malgré tout, même s'il y a une accalmie, ce qu'a repéré la DARES, c'est une grande exposition aux risques psychosociaux pour ces travailleurs, notamment parce que les horaires atypiques ont connu une hausse importante, et puis surtout en raison de la grande insécurité socio-économique auxquelles doivent faire face ces professionnels. Voilà pour les quelques données de la DARES. Je trouvais que ça mettait un peu en perspective et de façon peut-être un peu plus fine les effets de la crise sanitaire et des effets qui sont, on le voit, différenciés selon les profils et les activités. Autre donnée importante, le Malakoff, Humanis, si je donne leur ancien nom, ça ne va pas, Malakoff Humanis, réalise depuis quelque temps maintenant un baromètre annuel sur le télétravail, qui est en fait une étude de perception. Et cette étude de perception repose sur finalement le regard croisé entre les salariés et les dirigeants du secteur privé. Ce qu'on note à travers ce baromètre, c'est que fin 2020, début 2021, un tiers des salariés sont concernés par le télétravail. On revient début 2021 à un niveau équivalent à la pré-crise sanitaire, donc fin 2019. Alors qu'il y a eu une hausse importante, évidemment, du télétravail, notamment pendant le premier confinement, puisqu'on a eu une hausse de 10 points entre l'avant-crise et le premier confinement. Là où la différence se fait plus nettement sentir sur les effets de la crise sanitaire, c'est concernant le nombre moyen de jours télétravaillés dans la semaine. Avant la crise, on était en gros à 1,6 jours en moyenne télétravaillés. Donc ça, c'était en novembre 2019.
En décembre 2020, on est à 3,6 jours par semaine et avec 40% des télétravailleurs qui le sont 5 jours sur 5. Ce qu'on note au-delà de cette ampleur du télétravail et de cette généralisation du télétravail, c'est globalement une satisfaction qui est élevée, mais qui reste inférieure à la pré-crise. Donc en termes de perception, voilà, ça reste globalement positif, mais un peu en deçà de fin 2019. Alors, toujours sur ce baromètre, en gros, comment est-ce qu'on peut expliquer cette satisfaction? Le baromètre a permis de repérer les bénéfices tels que ressentis et par les salariés et par les dirigeants. Du côté des salariés, on est sur une plus grande autonomie qui est considérée comme le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, ce sont justement les économies financières réalisées grâce au télétravail. Et le troisième bénéfice, c'est le meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je trouvais aussi que là, c'était intéressant, ce classement-là, parce qu'on a toujours tendance à mettre en avant le meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle, ce qui est vrai et ce qui est ressenti comme ça, mais ce n'est pas le premier bénéfice qui est mis en avant. Et puis, côté dirigeant, ce qui est d'abord considéré comme le premier bénéfice, c'est le meilleur équilibre personnel-professionnel. Donc là, on le retrouve en premier côté dirigeant. Une plus grande autonomie ensuite, et enfin, en troisième position, une meilleure qualité de vie au travail. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, il y a des bénéfices, il y a des risques aussi. L'ADARES, notamment dans le document que je vous ai cité, a repéré des risques concernant le télétravail, et notamment des troubles du sommeil et des douleurs qui augmentent avec l'intensité du télétravail. Donc, au plus on télétravaille, au plus il y a de risques. Donc, la question, c'est aussi celle, finalement, et on va y revenir, Arnaud y reviendra, celle de l'équilibre et peut-être d'une forme d'organisation hybride. Toujours sur ce baromètre, ce qu'on note, c'est que 86% souhaiteraient télétravailler après la crise sanitaire. Donc là, on voit qu'une grosse majorité souhaite poursuivre le télétravail. Néanmoins, c'est à relativiser avec quelques données autour du positionnement des managers qui sont en fait moins favorables au télétravail qu'avant la crise. On note une différence de 5 points, pardon, j'ai mis novembre 2018, c'est novembre 2019, et décembre 2020. Et puis, évidemment, 86% qui souhaitent télétravailler après la crise, mais néanmoins une inquiétude sur le fait que le télétravail devienne obligatoire. Et ça, c'est une inquiétude pour 30% des personnes et de façon un peu plus marquée pour les managers, puisqu'ils sont 35% à être inquiets à cette idée d'une obligation du télétravail. Dernier élément de contexte qu'on voulait vous donner, lié aux consultations qu'a réalisé l'ANACT, donc 2 consultations, une première entre mars et mai 2020 et puis une deuxième un an après. Alors c'est une consultation, c'est pas un sondage, donc répond qui veut, donc on n'a pas là d'échantillon représentatif. Et sur la deuxième consultation, donc vous voyez tout à la fin là, 2864 personnes qui ont répondu au niveau national et qui sont en situation de télétravail total ou partiel. Et dans la région de France, il y en a eu 163 personnes. Alors, ce qu'on peut dire, j'ai juste retenu quelques chiffres, c'est que le télétravail s'est fait, en tout cas c'est pareil, une perception, c'est fait avec une adaptation des activités de travail pour un peu plus de la moitié des répondants dans les Hauts-de-France et un peu moins de la moitié au niveau national, avec des objectifs adaptés également pour 44% des répondants dans les Hauts-de-France et un peu moins au niveau national, 37% qui n'ont pas vu leur objectif adapté malgré la mise en place du télétravail. Le sentiment de travailler plus est assez marqué. 61% des répondants pour les Hauts-de-France, 63% au niveau national ont le sentiment de travailler plus en télétravail par rapport au travail sur site. Et puis, un peu moins de la moitié, alors la moitié au niveau national et un peu moins de la moitié dans les Hauts-de-France, ont le sentiment d'être plus fatigués et en parallèle d'être plus efficaces.
Autre élément important, il me semble, quand on veut chercher notamment à pérenniser le télétravail, le fait de tenir compte de ce sentiment de surconnexion qui concerne 57% des personnes qui ont répondu à la consultation dans les Hauts-de-France et 64% au niveau national. Et enfin, le sentiment d'être isolé, qu'on retrouve comme l'un des risques majeurs du télétravail pour 44% des personnes dans les Hauts-de-France et un peu moins au niveau national, 40%. Alors, la question qu'on peut se poser finalement à travers ces différentes données de contexte général, à la fois régional et national, c'est quelles sont les traces, quelles traces ont été laissées par ces expériences du télétravail qui se poursuivent en partie aujourd'hui de façon générale pour les personnes, les salariés, les professionnels, et puis plus localement et plus collectivement dans chacune des entreprises. Et du coup, c'est aussi comment est-ce qu'on tient compte de ces données pour revenir sur site dans ce contexte-là? Et comment est-ce qu'on peut développer des organisations hybrides entre travail sur site et télétravail, puisque c'est aussi une demande des professionnels. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de faire un petit sondage. Donc, je vous propose de vous retrouver Delphine, pour l'instant, moi, je ne vois pas apparaître le sondage. Voilà, super. De vous retrouver dans l'onglet sondage et vous allez retrouver 2 questions. La première, alors vous pouvez commencer à y répondre, je vais lire les questions. La première, c'est quelles sont ou quelles étaient vos craintes concernant un retour plus important sur site? Est-ce que c'était des craintes liées à la difficulté à concilier temps personnel et temps professionnel? Des craintes liées aux risques sanitaires, des craintes liées aux relations, voire aux tensions entre collègues, des craintes liées à l'augmentation de la charge de travail et ou à l'augmentation des objectifs qu'on vous donne, des craintes liées à une autonomie qui serait plus réduite ou des craintes liées à des changements d'organisation. D'autres craintes qu'on n'a pas citées, il peut y en avoir d'autres, mais on ne pouvait pas faire une liste complètement exhaustive, ou aucune crainte. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Et puis, la deuxième question, on vous laisse continuer à regarder, peut-être vous laisser quelques minutes. Peut-être, Perrine, je me permets peut-être en profiter parce que la question est revenue à plusieurs reprises. Je pense que tu l'avais précisé, mais on enverra bien le support de présentation à l'issue du webinaire. Oui, en support PDF avec les différents liens et études, outils, etc., dont on vous parle avec des liens actifs dans le document. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Donc, concernant ces craintes sur un retour plus important sur site. Delphine, n'hésite pas à me donner le feu vert, puisque du coup, je n'ai pas accès aux réponses. Écoute, là, je pense que Je peux passer à la deuxième question? Ouais, on peut passer à la deuxième question. Tu veux pas que je te donne les résultats tout de suite? On peut faire l'ensemble ou pour toi, c'est compliqué? Pas de souci. Ok, on va faire l'ensemble. Allez, je publie le deuxième sondage. Donc, deuxième sondage, puisqu'on a parlé des craintes, là, on est plutôt sur les attentes. Quelles étaient vos attentes concernant un retour plus important sur site? D'abord, des attentes en termes d'échange avec votre manager, des attentes liées au fait de retrouver du lien social, que ce soit avec les collègues, les partenaires, les clients, des attentes liées à une distinction plus nette entre temps professionnel et temps personnel, puisqu'on sait bien que le télétravail, à la fois aide à la conciliation des temps, mais vient aussi brouiller ces frontières-là. Des attentes liées à une réduction de la charge mentale. Des attentes liées à je reviens sur site, mais je souhaite conserver des journées de télétravail à l'avenir. D'autres attentes qui n'ont pas été citées là, encore une fois, pareil, on n'a pas pu faire une liste exhaustive, ou aucune attente.
On vous laisse encore quelques secondes. Delphine, pareil, tu me… Oui, pas de souci. Ouais, ça marche. Du coup, à nouveau, je profite du petit temps de latence. En plus du support, il y aura bien un replay qui sera envoyé aux participants. Tout à fait, oui, oui. Le lien vers le replay est envoyé automatiquement à la fin du webinaire. Perrine, c'est bizarre que tu n'aies pas accès aux réponses. Il y a un petit œil à côté. Si tu cliques sur l'œil, normalement, tu devrais pouvoir les voir. Mais sinon, c'est pas grave. Okay, c'est bon, je les ai. OK. Parfait. Alors, les craintes liées à un retour plus important sur site. Ce qui arrive en première position, c'est la difficulté à concilier les temps personnels et les temps professionnels. C'est important, il me semble qu'Arnaud va revenir sur ce sujet-là. Donc, 31% d'entre vous craignent cette difficulté à concilier perso et pro. Le risque sanitaire arrive quand même en deuxième position, avec 20% d'entre vous qui ont cette crainte liée au retour sur site d'une exposition plus grande au risque sanitaire. Les changements d'organisation concernent 17% d'entre vous, aucune crainte, 12%, une autonomie réduite pour 8% d'entre vous, des craintes liées aux relations, voire aux tensions entre collègues pour 7% d'entre vous. Alors, autres, on ne peut pas en faire grand-chose, 4%, et 1% seulement sur l'augmentation de la charge de travail et ou des objectifs chiffrés. Donc, si on reprend les 3 premières craintes, difficultés liées à la conciliation des temps, le risque sanitaire et les changements d'organisation à notre retour. Merci, Perrine. On enchaîne. Juste concernant les attentes, donc pareil, je vais citer peut-être les 2 premiers parce qu'après on est sur des pourcentages un peu plus anecdotiques. Retrouver le lien social, 48% d'entre vous ont cette attente, et conserver des journées de télétravail pour 42% d'entre vous. 48% pour le lien social et 42% pour les journées de télétravail. Je passe la main maintenant à Arnaud. Il y avait des questions dans l'onglet questions, peut-être avant de commencer avec Arnaud. Oui, alors on peut, soit on traite par partie, sinon on pouvait globaliser, les faire tout à la fin. Oui, on va les faire à la fin peut-être. Bien, donc effectivement, les différentes périodes de confinement et plusieurs mois de télétravail nous ont fait apparaître un phénomène dans les entreprises. Le stress et l'appréhension des salariés à revenir sur site. Il y a 60% des salariés, alors c'est une enquête de Malakoff Humanis, qui affirme craindre la reprise post-Covid du travail sur site. Alors, plusieurs explications, bien sûr, à ce phénomène. La première, elle a été évoquée justement dans vos craintes, la peur sanitaire. La peur d'être exposé au virus et de tomber malade semble l'une des principales sources de stress pour les salariés censés reprendre le chemin de leur entreprise. En outre, les mesures sanitaires à respecter, distance physique, gestes barrières, port du masque, etc., ça accentue cette appréhension. La crainte aussi que les gestes barrières constituent un véritable obstacle aux interactions entre collègues. Et deuxième point qui a été évoqué aussi, les changements d'organisation. Il est clair que durant le confinement, les salariés se sont adaptés à une nouvelle organisation du travail, ont pris un nouveau rythme et de nouvelles habitudes de vie. Le retour au bureau est souvent perçu comme élément perturbateur de cette nouvelle routine à laquelle ils se sont habitués. Le retour à un rythme de travail ordinaire a été cité par 27% des salariés interrogés. Il y en a 23% qui évoquent le changement d'organisation de travail par rapport à l'avant-confinement. Un grand nombre de salariés nous font part de leurs angoisses à reprendre les transports en commun, surtout dans les grandes métropoles. Ce qu'on peut remarquer d'ailleurs en allant régulièrement sur l'île, c'est que les sorties le soir, c'est assez bouchonné un peu partout. Alors, ce stress du retour au travail, le contexte il y a 2 autres réalités aussi qu'il faut prendre en compte. Le contexte de crise sanitaire est parfois mal vécu par les salariés et certains peuvent souffrir d'un traumatisme profond plus ou moins visible.
Certains experts du bien-être au travail parlent d'un effondrement moral. Il faut rester vigilant sur le long terme. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que le confinement a été l'occasion pour certains de se remettre en question et le contexte de Covid-19 a questionné le sens du travail. Cette quête de sens de travail n'est pas nouvelle, mais la crise l'a bien sûr accentuée. La question du sens au travail génère un réel sentiment de malaise. Le retour au travail est loin d'être évident pour la majorité des salariés. Même si le désir de revenir à une vie normale se fait sentir, bon nombre d'entre eux expriment leur inquiétude face aux mesures sanitaires à respecter et aux risques infectieux. Une constante pendant la pandémie, de nombreux salariés cherchent à se reconvertir et préfèrent fuir les grandes villes pour optimiser leur qualité de vie. Alors, cette situation n'est bien sûr pas sans conséquence pour les entreprises. Il faut savoir qu'il y a 11% des salariés qui souhaiteraient en effet se faire prescrire un arrêt de travail pour ne pas retourner au travail. Alors, les principales raisons évoquées, c'est la maladie chronique. Ils sont atteints d'une maladie chronique ou d'une pathologie dite à risque. Il y a aussi la crainte que les mesures sanitaires ne soient pas suffisantes voilà, ça c'est une chose aussi qui existe. Et un membre de leur foyer souffre d'une maladie chronique ou d'une pathologie à risque et ils ne voudraient pas non plus ramener le virus chez eux pour les infecter. Ensuite, il y a l'affaire aussi qu'ils ne sont pas vaccinés. Bon, ça commence à se régler. Je veux dire, avec l'évolution de la vaccination, ça se sent moins. Alors, les solutions, effectivement, il y a des solutions qui existent. Mise en place, pour nous, la CFDT, il y a bien sûr la mise en place d'un réel dialogue social de qualité dans les entreprises. Donc, celui-ci doit permettre de traiter les différents points à prendre en considération pour assurer un retour serein des salariés. Il faut anticiper et travailler sur l'aspect psychologique, le rapport à l'entreprise et bien sûr à la gestion des flux de personnel avec le confinement, puis la reprise d'activité dans un contexte. Le risque de développement des risques psychosociaux est bien sûr accru. Dans un premier temps, je pense aussi qu'il faut rassurer les salariés. Il y a plus de 50% des salariés qui appréhendent leur retour sur leur poste de travail. Il est donc important de rassurer en amont et de se montrer transparent. Il faut prendre en considération les peurs particulières de certains salariés et surtout ne pas les brusquer. Et ensuite, bien sûr, la mise en place d'une démarche de QVCT. Donc, il s'agit de créer un moment particulier où on prend en compte ce qui a été traversé. L'intégration des élus CSSCT et des salariés à la réflexion autour de ce retour sur site favorisera la mise en confiance. Il ne faut pas se contenter d'une consultation, on insiste bien là-dessus, mais bien d'un dialogue sur les conditions de retour en entreprise. Alors, des éléments fondamentaux à mettre en place afin de prévenir les risques psychosociaux, bien sûr, prévoir un temps d'accueil pour chaque salarié. Chaque salarié a vécu cette période de façon différente. Il est important de prendre en compte chaque situation individuelle et que le salarié puisse être reçu par son manager et échanger en direct avec lui. Anticiper les conséquences de la mise en place des mesures barrières et de distanciation physique. Il est important de prendre le temps d'expliquer aux salariés les mesures mises en place, comment elles vont impacter l'organisation globale du travail et le travail de chacun. Attention à ce que cette nouvelle organisation de travail ne soit pas une source de conflit ou de stress. Alors, communiquer de façon transparente sur l'impact de la crise sanitaire pour l'entreprise. C'est vrai que dans cette période compliquée d'incertitude économique, certains salariés sont inquiets sur le devenir de leur entreprise et de leur emploi. Il est utile de communiquer des éléments factuels sur la santé financière de l'entreprise et de ses perspectives. Cela en toute transparence. Pour la CFDT, c'est vraiment fondamental aussi. Organiser un retour d'expérience avec les salariés, c'est une chose sur laquelle il ne faut pas transiger. Pour la CFDT, un bilan collectif de cette période doit être établi. Quelles ont été les difficultés, mais aussi les bonnes pratiques. Cette période de réflexion sera notamment l'occasion de reconnaître les efforts qui ont été déployés pendant la crise, appuyer et cultiver le sentiment d'utilité
qu'ont pu ressentir les salariés, examiner au sein des équipes la possibilité de formaliser et d'instituer des nouvelles façons de faire, conserver et peut-être développer les nouvelles formes d'organisation du travail qui ont fonctionné, identifier ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a pu être une situation de risque psychosocial pour les salariés, en tirer les enseignements pour mieux s'organiser en cas de crise similaire à venir. Alors, restaurer le collectif de travail. Le confinement et le télétravail ont pu entamer le collectif. Alors, le confinement et le télétravail ont pu entamer le collectif de travail. Les liens sociaux ont pu se distendre dans cette période d'activité de travail à distance ou d'absence complète d'activité. Le retour à l'activité ne se fait pas non plus pour tous les salariés de la même manière. Des périodes bouleversées par la pandémie mondiale s'annoncent encore. Il est donc fondamental de restaurer un esprit d'équipe et de retrouver de la cohésion nécessaire pour éventuellement les affronter ensemble. Réguler les tensions possibles entre salariés, ça c'est aussi très important. Il faut faire preuve de vigilance afin de détecter les sources de tension et de les réguler en rappelant quelques éléments fondamentaux. La crise sanitaire a été subie par tous. Les changements d'organisation ont dû être décidés en urgence. Aucune situation n'a été plus avantageuse qu'une autre, en tout cas pensée en tant que telle. C'est vrai que ce phénomène, on le rencontre notamment dans les entreprises où certains ont fait, bien souvent le personnel administratif a fait du télétravail et le personnel de production, entre guillemets, pour certaines industries, sont restés sur site. Et ces tensions-là, elles sont, nous, par nos équipes, on a ces problématiques-là en retour. Donc, pour nous, il y a une évidence, il faut impérativement accompagner et prévenir le côté médical et psychologique. Il est nécessaire d'accompagner les salariés qui ont peur des risques sanitaires et d'orienter ceux qui auraient des soucis de santé vers la médecine du travail, que ce soit parce qu'ils ont retardé les soins durant le confinement ou pour des raisons psychologiques. Pour la CFDT, la médecine du travail doit reprendre tout son rôle. Un management bienveillant, une politique de prévention solide, de l'écoute, la singularité des parcours doit être prise en compte et l'entreprise doit veiller à donner une légitimité à ce qui a été vécu. Et un accompagnement médical peut également permettre de réduire les risques d'absentéisme sur le long terme. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de relire l'extrait de l'ANI du 9 décembre 2020. Je vous laisse éventuellement vous en imprégner si vous ne le connaissez pas. Arnaud, pardon, je me permets, peut-être si je pense qu'on a encore quelques minutes et il y a eu pas mal de questions sur QVCT. Donc, en fait, je pense que vous êtes très au fait parce que voilà, par définition, la CFDT connaît, mais ce n'est pas le cas des participants. Donc, peut-être ça vaut le coup d'expliciter un peu la diapo. Donc, la QVCT, c'est à la fois la QVT, donc la qualité de vie au travail, bien sûr, mais en y associant aussi les conditions de travail. Donc, on est sur qualité de vie et conditions de travail. Voilà. Du coup, on peut peut-être lire quand même l'extrait, Arnaud, ça peut être intéressant de le partager avec les participants. Je vais lire l'extrait. Donc, la qualité de vie et des conditions de travail, une vision collective intégrée de la santé au travail. La qualité de vie au travail permet de dépasser l'approche par le risque professionnel en posant un regard plus large sur le travail et les conditions de réalisation. À cet égard, la qualité de vie au travail et son corollaire, la qualité des conditions de travail, participent à la qualité du travail et à la prévention primaire. Pour cette raison, le présent accord propose que l'approche traditionnelle de la qualité de vie au travail soit revue pour intégrer la qualité de vie et des conditions de travail. Il souligne l'importance du dialogue social et rappelle que la QVT fait partie des thématiques de négociation obligatoires prévues par le Code du travail, qui peut rendre à cette occasion des aspects qui recoupent domaines de santé, de la sécurité au travail. La qualité de vie au travail s'inscrit dans une approche qui tient compte de la réalité de l'entreprise et répond à ce titre aux préoccupations de l'employeur, des salariés et de leurs représentants. Alors, de la qualité de la reprise et de l'accompagnement des salariés pour le retour sur site dépendra la qualité du travail de demain. Il faut impérativement, dans une démarche QVCT, y associer les IRP, bien sûr, notamment le CSSCT,
les managers, les salariés et la médecine du travail. Pour la CFDT, la sortie de crise doit être l'opportunité de repenser l'entreprise de demain en termes d'organisation du travail, horaire, télétravail, temps de pause, etc. D'organisation des postes de travail, sécurité, hygiène, lien social. Pour la CFDT, c'est peut-être le bon moment pour profiter de ce réagencement contraint des espaces de travail, de repenser la sociabilité des salariés. Il nous semble important de retrouver de la cohésion, que certaines organisations, les open space, les bureaux, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les bureaux, il n'y a plus de bureaux individuels, quoi, avaient parfois dilué. Ces nouveaux espaces pensés à échelle humaine permettraient d'assurer la cohésion sociale et certainement de recréer un sentiment d'appartenance lors du retour dans l'entreprise. Alors, il faut impérativement aussi, ça c'est une idée forte, mais vraiment quelque chose qui nous tient à cœur au niveau de la CFDT, c'est mettre en place des espaces de discussion qui permettent d'échanger. Alors, sur la régulation collective de l'activité, donc dans cette catégorie, on y trouve des espaces permanents qui sont liés notamment au processus de management, comme les comités de direction, les réunions d'équipe ou les réunions de groupe. Des espaces de discussion sur les résolutions de problèmes, donc tout ce qui est groupe de diagnostic, mais aussi les groupes qualité. Des espaces de discussion sur le développement professionnel, donc des groupes d'échange entre pairs, des groupes d'échange de pratiques professionnelles, et puis bien sûr des espaces de discussion sur la concertation sociale. Hein, c'est autour de cette catégorie qu'on classe les espaces d'expression directe et collective à l'issue des lois Auroux et de l'ANI QVT. Hein. Donc ça, c'est aussi c'est une chose qui nous tient vraiment à cœur au niveau de la CFDT. Alors, bien sûr, c'est bien de les créer, mais il faut aussi, derrière, s'attacher à les faire vivre. Suivre la mise en place des espaces d'expression, c'est pour nous, au niveau CFDT, c'est vraiment notre cheval de bataille. Voilà, on est là, on s'assure que les réunions soient bien organisées. On en fait la promotion auprès des travailleurs afin de les assister à participer et s'assurer aussi que les comptes rendus sont envoyés à la direction et que des réponses sont apportées aux propositions des travailleurs. Parce qu'il y a deux risques majeurs. Hein. C'est que d'une part, les réunions n'aient jamais lieu faute de participants et d'autre part, que les espaces d'expression ne produisent rien faute de réponses apportées à la direction. Et cela aurait un impact plutôt négatif sur la qualité de vie au travail dans l'entreprise. Donc, on est conscient aussi que nos élus CFDT auront aussi à négocier une flexibilité du retour en présentiel. Laisser le choix d'un retour au bureau à temps plein ou via un système hybride entre le retour physique et le télétravail, cela permettrait à des salariés qui appréhendent plus que leurs collègues ce retour en présentiel de prendre leur temps. Cela permettrait aussi pour certaines entreprises de pouvoir respecter la distanciation. Le salarié peut ainsi souffler et l'entreprise aussi. Donc, ce qui est indéniable, c'est que le Covid-19 a eu un impact sur les rapports humains, un impact sur les modes de travail et un impact sur le sens du travail. Celui-ci aura un impact non négligeable sur l'exercice du travail après le confinement. Alors, la démarche QVCT, donc passer les périodes de crise et de reprise, la question du télétravail restera prégnante dans les entreprises et administrations. Ce sont tous les acteurs du monde du travail qui doivent s'en emparer. Voilà, j'attends éventuellement vos remarques, vos questions, vos témoignages. Merci Arnaud pour la présentation. Du coup, on a effectivement quelques questions qui ont été posées, mais depuis le début de la présentation, je vais vous les reporter en plusieurs fois. Il y avait d'abord des questions suite à la présentation qui a été faite par Perrine, notamment une pour savoir si on avait un baromètre télétravail qui concernait plus spécifiquement le secteur public.
Alors du coup, ce qui est bien, c'est qu'en le faisant à la fin, on a le temps d'aller vérifier ses sources et ses données. Alors sur le secteur public, il y a effectivement un baromètre qui a été réalisé par l'Ipsos et que vous pouvez retrouver, alors je vais essayer de vous mettre le lien dans le chat, qui s'appelle Année zéro du télétravail dans le secteur public. Alors, je vais vous mettre ça, je vous mettrai ça ensuite. Du coup, alors il y avait une autre question toujours sur des sujets de chiffres et d'éléments de contexte, des éléments factuels sur lesquels on puisse s'appuyer. Qu'en est-il des RPS en télétravail? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées sur le sujet? Alors, l'enquête dont je vous ai parlé sur la DARES, alors c'est pas une enquête centrée sur le télétravail, c'est une enquête centrée sur les conditions de travail et les risques psychosociaux en lien avec la crise sanitaire, donc qui fait le lien avec le télétravail et qui reprend en fait les indicateurs qu'on retrouve dans le rapport Golac et Baudier, et donc qui reprend les indicateurs par exemple liés à l'organisation du temps de travail, à l'autonomie, à la coopération, etc. Donc, on retrouve déjà ces indicateurs-là. Et puis, il y avait un autre document de l'INRS, quel risque, quelle piste de prévention concernant le télétravail. Je vais vous mettre aussi le lien dans le chat. Merci Perrine. Il y avait une autre question. Alors, on peut tenter une réponse, hein, mais il ne vous aura pas échappé qu'on n'est pas employeur. On nous demande, est-ce que les employeurs sont vraiment favorables au télétravail? Du point de vue de la CFDT, ce qu'on peut vous dire, on ne parlera pas pour les employeurs, évidemment. En revanche, nous, dans le cadre de nos missions, on essaye d'être en dialogue continu avec ces employeurs sur tout un tas de sujets, dont le télétravail. Le constat que l'on fait, c'est que un employeur qui co-construit cette démarche de télétravail, qui le discute avec les représentants du personnel et qui négocie un accord, ça se passe quand même beaucoup mieux quand il y a des mises en place de façon un peu unilatérale de télétravail dans des entreprises. Donc, dans le cadre de la présentation que vous a fait Arnaud, il a beaucoup insisté sur l'importance du dialogue social, l'importance d'associer les travailleurs à ces réflexions-là. Ce qui est important, c'est vraiment de partir du réel, de la situation d'une entreprise, pour que les modalités de télétravail qui soient mises en place soient les plus adaptées à chacune des entreprises ou administrations. Et donc, on est confronté, nous, à plusieurs typologies. Il y a autant de types d'employeurs qui existent d'employeurs, je dirais. Il y a des employeurs, effectivement, qui sont très réticents à la mise en place du télétravail, mais plutôt par méconnaissance et par des a priori. Des craintes qui d'ailleurs, on a pu vérifier l'inverse pendant la période de confinement et quand le télétravail s'est imposé à tout le monde, des craintes de perte de contrôle de ces salariés, des craintes que les gens soient moins productifs chez eux. Il s'est avéré que c'était plutôt l'inverse qui était constaté. C'est pour ça aussi qu'on pense qu'il faut tirer les enseignements de la crise et puis pouvoir rediscuter de ces questions de télétravail en associant tous les acteurs concernés. Je ne sais pas si tu veux compléter ma réponse, Arnaud, sur ce sujet-là. Non, c'est bon, tu as dit l'essentiel. Merci, Arnaud. On avait une autre question. Alors, Tu m'entends ? Perrine, tu voulais ajouter quelque chose? Juste sur la question du positionnement des employeurs, des dirigeants, dans l'enquête Malakoff, il y a deux bases. Il y a la base salariée et la base dirigeant. Et ils mettent un peu au regard le positionnement de chacun. Et il y a notamment une question, vous personnellement, en tant que dirigeant d'entreprise, êtes-vous tout à fait favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé au télétravail dans votre entreprise? Et ce qui ressort, c'est tout à fait favorable, 18%, plutôt favorable, 49%, plutôt opposé, 21%, tout à fait opposé, 12%. Donc, on voit que il y a quand même une part importante des dirigeants qui sont favorables, soit tout à fait dans une moindre mesure ou plutôt favorables au télétravail. Ce que ça ne dit pas, c'est à quelle hauteur, quelle proportion, dans quelles conditions. Et du coup, dans le même ordre d'idées, on a Marc qui nous questionnait sur le nombre d'accords télétravail signés depuis l'ANI. Ce n'est malheureusement pas des données qu'on a, enfin nous, au niveau de la CFDT, en notre possession pour le moment. On est plutôt dans une phase d'essayer de favoriser ces négociations-là pour qu'elles puissent se multiplier.
On y reviendra tout à l'heure. On vous a mis des liens avec des ressources accessibles, justement pour profiter de cette année télétravail, transformer l'essai et qu'il génère des négociations en entreprise pour qu'il y ait de plus en plus d'accords télétravail. On avait, alors Arnaud y est revenu ensuite dans sa présentation, mais je pense que c'est important, une question, quelle différence finalement entre QVT et QVCT, à part le petit mot condition qui est venu se glisser dans la terminologie. Peut-être Arnaud revenir sur l'ANI santé au travail qui a été négociée par les partenaires sociaux et puis cette petite nouveauté de terminologie. Oui, ben c'est un peu ce qu'on a développé, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, la qualité de vie au travail, on y intègre le risque professionnel et on va sur un regard plus large, hein, sur le travail, les conditions de travail pour le réaliser, hein, et puis en découle aussi la qualité de ce travail. Hein, la qualité des conditions de travail participe aussi à la qualité du travail et aussi à la prévention primaire. Oui, peut-être juste en complément, en tout cas la lecture que j'ai pu en faire, parce que nous, on n'est pas en première ligne, voilà, contrairement à la CFDT sur cet accord. C'est une façon effectivement de réintégrer les questions de santé au travail et de prévention. C'était déjà le cas dans le premier accord, mais c'était pas dit comme ça. Voilà, c'était pas dit comme ça. Là, c'est vraiment situé comme ça, et c'est situé dans le paysage de la santé au travail, de réintégrer cette question de la qualité de vie au travail dans le paysage de la santé au travail, ce qui est important parce que quand la qualité de vie au travail a commencé vraiment à se développer comme thème dont les entreprises se sont saisies, il y avait une crainte, c'était notamment de dire mais on parle de qualité de vie au travail pour ne plus parler des risques, de la prévention, etc. Et donc là, je trouve que cet accord, l'un des intérêts, c'est aussi de mailler plus finement qualité de vie au travail et santé, prévention au travail. Remettre au cœur les conditions de travail et les lier à la qualité de vie au travail, c'est effectivement indispensable. On a plusieurs questions alors, sur le sujet spécifique du télétravail. Une question sur la prise en charge des frais liés au télétravail, le chauffage, l'électricité notamment. Comment être juste pour les télétravailleurs? Arnaud, il me semble qu'il y a des éléments très clairs qui existent là-dessus, des normes URSSAF même qui ont été définies. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu peux répéter, Perrine, j'ai été un peu perturbé par autre chose. C'est sur la question des frais liés au télétravail, la prise en compte du chauffage, de l'électricité pour les télétravailleurs. À l'instant T, ça doit faire l'objet de négociations dans les accords en entreprise. Sinon, il y a une règle applicable de l'URSSAF qui, de souvenir, doit être 5 € par jour de télétravail, me semble-t-il. Sinon, après, bien sûr, l'idéal, c'est de porter cette négociation sur un accord télétravail en entreprise. Merci Arnaud. Et puis il y a eu encore des témoignages. On parle de QVT et de télétravail, mais pendant la crise, il a fallu gérer les enfants en plus. Voilà, c'est pour ça que Perrine était revenue sur le contexte sanitaire particulier. On a parlé de télétravail exceptionnel pendant cette période de crise. C'est pour ça que nous, on insiste beaucoup sur l'intérêt de tirer les enseignements de la crise dans les négociations d'accords télétravail, pour avoir des conditions qui soient plus acceptables. Et il est évident que télétravailler et gérer les enfants ensemble, ça doit rester tout à fait exceptionnel en cas d'une pandémie, mais pas devenir une normalité. On avait un certain nombre de questions, remarques, de témoignages autour de la médecine du travail. Où nous, c'est vrai que dans la présentation, on a voulu remettre en avant l'importance de la médecine du travail dans ce maillage, dans cette démarche QVCT. Mais on nous fait remarquer qu'il y a des médecins du travail qui sont de moins en moins nombreux, des centres qui se regroupent et de plus en plus éloignés des territoires. Et puis, il y a un exemple assez parlant et très récent sur la mise en œuvre de la vaccination pour le Covid. On a vu les difficultés de la mise en œuvre de cette vaccination au niveau des centres de médecine du travail. Est-ce que tu as des éléments là-dessus, Arnaud ?
Alors, au niveau du nombre de médecins du travail, effectivement, mais c'est une constante, hein, ça ne concerne pas que les médecins du travail, hein. Je pense que on le voit autour de nous, il y a de moins en moins de médecins. Enfin, oui, ils travaillent tous concentrés sur un même champ. Et puis, médecine du travail, on peut pas dire que ce soit une spécialisation qui est très prônée par les médecins. Malgré tout, quand on parle de médecine du travail, on ne parle pas forcément de médecin du travail, hein. Il faut savoir que, alors le problème, c'est qu'il y a un manque d'homogénéité, hein, sur le territoire, hein. Il y a des gros centres de médecine du travail où il y a vraiment des équipes pluridisciplinaires qui sont très étoffées, avec des psychologues du travail, enfin, voilà, vraiment des équipes pluridisciplinaires très étoffées. Il y en a d'autres où c'est un peu plus peau de chagrin. Bon, ce qui est en train de se mettre en route, c'est la réforme de la médecine du travail, notamment vers la loi Lecoq qui va se passer à l'Assemblée début juillet, là, où effectivement on parle de regroupement. Alors, on n'a pas d'a priori au niveau de la CFDT. On sera très vigilant par le biais de nos administrateurs sur ce qui va se passer. Ben, si c'est pour l'objectif, c'est d'améliorer le service aux adhérents, enfin les entreprises et leurs salariés en termes de médecine du travail. Donc, quand on parle de médecine du travail, on ne parle pas que des médecins du travail. Voilà ce que j'ai comme info. Merci Arnaud. À nouveau, plusieurs questions toujours autour du télétravail, de la prise en charge des frais, comment faire face à un employeur qui promet un accord et un projet d'accord, mais que le projet n'arrive pas. À nouveau, vous dire que l'importance de partir du réel, de profiter, entre guillemets, de la situation qui vient de se passer pour en tirer les conséquences et faire un état des lieux. Qu'est-ce qu'a été le télétravail dans la période pour vous? Quels ont été les avantages, les inconvénients, et comment se servir de tout ça pour entamer une négociation et prévoir des conditions qui soient acceptables pour vous dans les accords. S'il vous semble qu'il y avait un besoin, on parle de soutien psychologique, d'accompagnement des pratiques notamment, s'il vous semble que c'est un besoin qui est nécessaire pour vos collègues, ça peut être intéressant de porter ces sujets-là dans le cadre de la négociation avec l'employeur et de voir ce qui peut être proposé de manière concrète. On n'a, nous, pas de recettes qui permettent de faire un copier-coller d'une entreprise à une autre, puisque l'important, c'est bien de partir du réel, des conditions de l'organisation du travail de chaque entreprise pour négocier l'accord qui convienne le mieux. Je rebalaye en même temps les questions. On a eu des questions de Marc sur l'expérimentation du télétravail pendant le Covid. Ne va-t-elle pas engager les entreprises à externaliser à l'étranger les postes télétravaillés? Écoute, c'est une très bonne question, Marc, à ce stade. Nous, on n'a pas la réponse. Il faudrait voir avec les employeurs. Je ne sais pas si on peut faire ce raccourci-là. Voilà. Perrine, je me permets, Oui. parce qu'on est à 2 minutes de la fin et je pense que chacun Tout à fait. Bon, désolé, c'est le côté un peu frustrant des webinaires, ça va vite, et puis c'est un peu frustrant, je pense, pour chacun, parce qu'on ne peut pas se voir pour échanger. En tout cas, voilà, je pense que les organisations, enfin, que ce soit la RACT ou la CFDT, se tiennent à votre écoute. Peut-être juste vous dire qu'on vous a mis quelques liens. Alors, la CFDT vous a mis 2 liens concernant d'abord l'accord national interprofessionnel santé au travail et un document mode d'emploi lié à l'ANI télétravail. On voulait vous dire un petit mot extrêmement rapidement d'un dispositif qui peut concerner ou intéresser certains d'entre vous, donc destiné aux TPE, PME au moins de 250 salariés du secteur privé, un dispositif qui s'appelle Objectif Télétravail, qui est financé par les ministères du Travail et qui permet aux entreprises de bénéficier d'un accompagnement financé, donc, d'un accompagnement d'un consultant, que ce soit un accompagnement individuel ou dans le cadre d'actions collectives. Donc, on vous a mis le lien, vous le retrouverez. Vous pouvez y retrouver plusieurs informations et également un autre lien avec des entreprises qui partagent leur expérience dans le cadre de ce dispositif.
Et puis, je vous ai mis donc d'autres ressources. La fiche qui a été réalisée par l'ANACT sur comment accompagner le retour des télétravailleurs en entreprise, qui est sortie là très récemment, la semaine dernière, je pense. Le lien sur le baromètre Malakoff, le lien sur l'étude d'ARES. Et puis voilà pour les liens. Je repasse la parole à Delphine, si tu veux, Delphine. Oui, oui, bonjour. Simplement pour vous repréciser que nous ne sommes qu'à la moitié de la semaine pour la qualité de vie au travail et que nous avons d'autres webinaires prévus. Alors, notamment pour ceux qui posaient aussi plusieurs questions un peu plus sur les questions techniques et juridiques du télétravail. On a un cercle du télétravail, donc qui n'apparaît pas parce que ce n'est pas un webinaire, c'est un web échange, mais je vous ai mis le lien dans l'onglet questions, je vais vous le remettre là, qui a lieu vendredi matin de 10h à midi. Et donc là, vous aurez aussi des réponses un peu plus techniques. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à remercier nos intervenants. Donc, je vous rappelle que oui, le replay sera bien disponible, que vous soyez inscrit là maintenant, que vous n'ayez pas pu participer. Et que nous vous enverrons la semaine prochaine le PowerPoint avec tous les liens actifs. Vous n'aurez plus qu'à cliquer. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.